Il est 7h. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Bienvenue à toutes et à tous dans la matinale d'info de sport sur Radio Côte d'Ivoire. À 7h10, nous serons avec Roger Billon dans Washington Bureau. Et puis Fernand Kouakou viendra pour sa matinale sport. Mais avant d'y arriver, un nouveau journal dont voici les titres. Les gouvernements ivoiriens et burkinabés déterminés à donner une nouvelle impulsion à leur coopération. Aujourd'hui s'ouvre à Yamoussoukro la cérémonie officielle du TAC7, le 7e traité d'amitié et de coopération entre ces deux pays. L'abandon de nouveau-nés et des enfants de moins de 10 ans devient de plus en plus récurrent dans la ville de Gagnoa. Pour mettre fin à ce phénomène qui n'est pas sans conséquences, la direction régionale du ministère de la Famille sensibilise les populations de la ville. On en saura plus dans ce journal. La justice ougandaise a ouvert la voie hier jeudi au président Yoweri Museveni, âgé de 73 ans, pour se présenter à un 6e mandat lors des élections prévues en 2021. Il a déclaré que le moment n'était pas encore venu pour lui de partir, affirmant qu'il avait encore beaucoup de travail à accomplir. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin. 7e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La conférence au sommet se tient aujourd'hui vendredi dans la capitale politique. Et oui, les deux présidents ivoiriens et burkinabés sont arrivés hier soir à Yamoussoukro pour prendre part à la rencontre. À son arrivée, le président burkinabé a marqué sa satisfaction devant les progrès accomplis grâce au TAC, une amitié entre les deux pays qui ont décidé de se donner la main pour développer leurs pays respectifs. Et les choses avancent bien selon le président Alassane Ouattara. Je voudrais d'abord remercier M. le Président d'avoir fait le déplacement à Yamoussoukro. Nous étions l'année dernière à Ouagadougou. Les choses se passent bien et nous continuerons de faire des progrès et nous sommes confiants. Le président Alassane Ouattara. Le conseil conjoint du gouvernement s'est tenu également hier jeudi, une rencontre qui a fait le point du TAC 6 et examiné les propositions des experts dans le cadre du TAC 7. Le premier ministre du Burkina Faso a salué les efforts du gouvernement ivoirien dans l'avancement des projets intégrateurs. Paul Thieba Kaba propose la capitalisation des avancées dans la coopération et rejoint son homologue ivoirien quant à la lutte contre le terrorisme et les effets du changement climatique. Mon gouvernement salue les efforts de la partie ivoirienne car la fourniture d'énergie par la Côte d'Ivoire concourt efficacement à résoudre les problèmes d'électricité que nous rencontrons au Burkina Faso. J'ai pu noter aussi, lors de notre séance de travail, les efforts de votre gouvernement pour concrétiser les différents projets communs. Et je vous en félicite et vous en remercie. Aujourd'hui, plus qu'hier, la coopération bilatérale entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est riche d'expérience. Je saisis cette occasion pour inviter solennellement les acteurs qui, au quotidien, travaillent à la mise en œuvre de ces engagements à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs de notre traité, à savoir le développement des projets intégrateurs, l'amélioration du climat des affaires et la fluidification du trafic entre nos deux corridors, la stimulation du processus d'intégration régionale et sur-régionale, ainsi que la promotion du bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. 10 ans de coopération, nous revenons avec Adama Bakayoko qui nous parle du bilan et des défis. C'est le 29 juillet 2008 que le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été signé à Ouagadougou par les présidents Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire et Blaise Compaoré du Burkina Faso. Ce 7e TAC à Yamoussoukro cette année marque donc le 10e anniversaire du renforcement de la coopération entre nos deux pays. 10 années qui ont permis la signature de 70 accords. Grâce à ce traité, le Burkina Faso a pu bénéficier de l'apport en énergie électrique par son voisin ivoirien. Les sommets successifs ont aussi permis de régler certaines questions sensibles telles que la situation des ressortissants burkinabés vivant dans la forêt du Mont Péko à l'ouest du pays. Cependant, plusieurs défis restent à relever. Le terrorisme reste le plus grand de ces défis. Le Burkina Faso est régulièrement la cible d'attaques.
La Côte d'Ivoire a également été visée le 13 mars 2016. Des défis qui pourraient trouver leur résolution dans le renforcement de la coopération sécuritaire par les échanges d'informations et de renseignements au plan des infrastructures. Les défis majeurs restent à ce jour la concrétisation de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et l'achèvement des travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou et son prolongement jusqu'à Tambao. La reprise récente de la coopération entre la Chine et le Burkina Faso pourrait accélérer les choses dans ce domaine. Adama Bakayoko, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Et précisons que vous pourriez suivre en direct sur Radio Côte d'Ivoire les articulations de cette cérémonie officielle du TAC 7. Le projet Cocoa, le projet de recherche focalisé sur l'intensification de la production durable du cacao par le développement et la diffusion de la gestion intégrée de la fertilité du sol, a été lancé cette semaine. Ce programme, axé sur la physiologie du cacaoyer et la gestion des éléments nutritifs de cette plante, vise à réduire l'impact de la cacaoculture sur la déforestation. Le représentant pays de l'initiative pour le commerce durable nous situe plutôt sur l'implication de cette structure dans la mise en œuvre de ce projet qui s'articule autour du partenariat public-privé. Écoutons Reche Anochi. L'agence NORAD finance à une hauteur de 11 millions de dollars à travers de IITA dans tous les pays africains intégrés dans ce projet. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria et Cameroun. Et ce financement est directement lié à l'installation des parcelles, mais aussi d'assurer que les enseignements, les connaissances seront intégrés dans les programmes de vulgarisation, de formation et de coaching des producteurs. Cet investissement est prévu pour une durée de 5 ans, mais tous les partenaires prévoient mener ce programme à long terme. Donc, en tant qu'IDH, nous sommes entrés dans cette dynamique de coordonner, voir comment approcher les producteurs avec un meilleur conseil dans la vulgarisation adaptée à la fertilité des sols intégrés. De plus en plus de nouveau-nés sont abandonnés dans des broussailles à Gagnoa. D'autres sont totalement laissés pour compte par leurs parents après l'âge de 10 ans. Ils sont devenus pour la plupart des enfants de la rue. Plusieurs cas ont été recensés par les services du ministère de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant dans le Gord. Face donc à ce triste tableau, le directeur régional a organisé une rencontre pour sensibiliser la population sur ce phénomène. Écoutons Abou Meïté, il est au micro de Henri Gervais. La direction n'a pas de structure propre actuellement pour recueillir ces genres d'enfants. Nous sommes en train de voir comment il faut mener une véritable campagne de sensibilisation au sein de la population pour que les gens prennent conscience que vraiment faire un enfant, même si souvent ce n'est pas volontaire, mais étant donné que l'enfant est né et que c'est un être vivant et qu'on ne peut pas porter atteinte à son intégrité physique, il faut trouver les voies et les moyens pour s'en occuper. Il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas le jeter dans les poubelles, il ne faut pas le jeter à la gare, soit disant que bon, mais il y a une direction de l'enfant qui va s'en occuper. La responsabilité de l'enfant là incombe d'abord aux parents. Tous les enfants ne peuvent pas être pupilles de l'État. Finalement, l'État ne va pas s'en sortir. Parce que c'est dans cet espoir. On s'est dit, mais je jette l'enfant pour que l'État le recueille. L'État puisse s'en occuper. On ne va pas s'en sortir. Donc, c'est un manque de responsabilité. L'hépatite B est une infection virale aiguë du foie qui peut devenir chronique à être à l'origine d'une cirrhose ou d'un cancer du foie. Et justement, une conférence sur les hépatites virales s'est tenue mercredi et jeudi ici même au sein de la radio. Le conférencier professeur Batex Yao Fulgence, hépatologue, insiste sur les modes de transmission et invite la population à se faire dépister. On l'écoute. Les modes de contamination ne sont pas connus par la population. Nous avons des pratiques habituelles, des pratiques traditionnelles qui nous exposent à cette contamination. Il y a encore des pratiques de circoncision traditionnelle, d'excision des jeunes filles dans leur enfance. Il y a aussi l'absence de dépistage des femmes enceintes. La meilleure guérison, c'est la prévention. D'abord connaître son statut et se faire vacciner. Aujourd'hui, il y a une politique qui a été faite qui permet de faire le dépistage au Centre national de transfusion sanguine ou à l'Institut Pasteur de Cocody. Et les prix ont été revus. Il faut que nous nous impliquons tous parce que seuls nous ne pourrons pas arriver à bouter donc cette pandémie-là de la Côte d'Ivoire. Actualité internationale, la justice ougandaise a ouvert la voie hier jeudi au président Yoweri Museveni, 73 ans, pour se présenter à un 6e mandat lors des élections prévues en 2021.
Au pouvoir depuis 31 ans, le chef de l'État ougandais a promulgué en janvier une loi supprimant la limite d'âge fixée à 75 ans pour être candidat à la présidence, provoquant la colère de l'opposition qui dénonçait une présidence à vie. Une coalition de partis d'opposition avait ensuite saisi la justice. Une majorité de juges constitutionnels s'est prononcée en faveur donc de l'abrogation de la loi fixant la limite d'âge à 75 ans. Eh bien, le président ougandais a déclaré que le moment n'était pas encore venu pour lui de partir, affirmant qu'il avait encore beaucoup de travail à accomplir. Nous terminons avec cette information. Un nouveau type de virus Ebola a été découvert sur les chauves-souris en Sierra Leone, 2 ans après la fin d'une épidémie qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a déclaré hier le gouvernement. On ignore encore si le nouveau type de virus dit de Bombali, qui, selon les chercheurs, pourrait être transmis à l'homme, peut se transformer en une maladie mortelle à virus Ebola. Voici qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique, une coproduction RTI-VOA. Bonjour à tous, au menu de ce numéro de Washington Bureau, le report du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, initialement annoncé pour l'automne, et une avalanche de candidatures musulmanes aux élections locales de novembre prochain. Bienvenue à Washington DC. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Le deuxième sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, reporté à l'année prochaine, la Maison-Blanche a expliqué que la rencontre entre les deux présidents n'aura lieu qu'une fois que l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sera terminée. Nicolas Pinault. C'est John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, qui a fait cette annonce aux journalistes. Le président pense que la prochaine rencontre bilatérale avec le président Poutine devrait avoir lieu une fois que la chasse aux sorcières sur la Russie sera terminée. Nous avons donc décidé qu'elle aurait lieu l'année prochaine. Monsieur Bolton faisait référence au procureur spécial qui enquête sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016. De son côté, le secrétaire d'État américain a tenté de rassurer les sénateurs lors d'une audition au Congrès. Mike Pompeo a lu une déclaration sur la Crimée dans laquelle les États-Unis réaffirment solennellement leur refus de reconnaître l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie, c'était en 2014. La Commission cherchait à entendre le chef de la diplomatie américaine pour mesurer la fermeté et la cohérence de la diplomatie américaine face à Moscou lors du sommet d'Helsinki. Abidjan, Washington, Washington, Abidjan. Cette année, environ 90 musulmans américains sont en lice dans les élections de mi-mandat à travers les États-Unis. Plusieurs d'entre eux sont démocrates et espèrent faire partie de la vague bleue qui changera le contrôle du Congrès. Parmi les 13 candidats musulmans dans l'État du Michigan, un jeune médecin espère entrer dans l'histoire. Abdourahmane Dia. Il est jeune, charismatique et musulman, en contraste frappant avec certains de ceux qui ont occupé le plus haut poste électif du Michigan. Un poste qu'Abdel Al-Sayed pensait inaccessible, notamment à cause de la façon dont il avait été traité dans le passé. J'étais un junior au lycée. Juste après le 11 septembre, je me souviens de ce match de football. Pour la première fois, les gens m'appelaient de noms que je continue à entendre jusqu'à présent. Mais il pourrait faire l'histoire en tant que premier gouverneur musulman américain élu du Michigan et de la nation s'il peut convaincre suffisamment d'électeurs. Ils veulent savoir ce que je veux faire pour eux et si j'ai écouté d'abord avant de commencer à parler des choses que je veux faire. Quand ils voient ça, ils ne se soucient plus de comment tu t'appelles ou de comment tu pries. El-Sayed fait partie de plusieurs candidats en lice pour les élections primaires démocrates du 7 août dans l'État du Michigan. Mais même si les électeurs du parti choisissent El-Sayed comme candidat, il doit encore gagner assez de soutien pour vaincre un adversaire républicain en novembre dans un État qui a aidé Donald Trump à remporter la présidentielle en 2016. RTI Washington Bureau pour cette semaine, ce sera tout. Jean-Roger Billon de la Voix de l'Amérique à ce micro. Réalisation, Georges Léonard Sagno. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique, une coproduction RTI-VOA.